De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui à l'émission, on reçoit un vrai maître, il faut dire. Maître de la francophonie, maître de nos droits en tant que francophone. C'est un honneur de le recevoir aujourd'hui à l'émission. De quoi tu parles de? L'honorable, parce qu'on peut le dire pour une fois, maître Ronald Gaza, ça va bien? Ça va très, très bien, mais il n'y a pas d'honorable. Honorable, c'est quand tu es un juge. Ah bon, tu vois, moi j'ai jamais été en cours, fait que tu m'apprends quelque chose. Ça, c'est un bon signe. Évidemment, on te fait dans le cadre des festivités du 25 septembre. T'es une personnalité super influente, super importante dans notre francophonie, non seulement ontarienne, mais aussi canadienne. Je vais commencer au tout début du petit Ron à Chelmsford, au nord de Sudbury. Parle-nous de tes débuts-là, parce qu'on a vu que tu as fait un bac en philo à l'Université Laurentienne. Fait que c'est quoi le parcours du petit Ron qui jouait dans la rue à devenir le Ron Gaza qu'on connaît aujourd'hui? Écoute, c'est intéressant que tu dises ça, parce que tu dis on jouait dans la rue, là, on jouait dans la rue au street hockey. On jouait tous les jours. Puis là, j'étais à Chelmsford, puis j'ai étudié, en effet, j'ai fait mon secondaire au Collège Notre-Dame. OK. À Sudbury, mais je demeurais à Sudbury, puis là, on avait notre petit hockey, notre petite équipe de street hockey, puis là, on allait jouer contre d'autres équipes de Sudbury, puis d'autres places, puis on se rencontrait dans des terrains de stationnement, puis c'était vraiment, vraiment extraordinaire, mais c'est drôle, parce que je te parle du street hockey, parce qu'évidemment, nous autres, chez nous, on parlait français, mais tout le monde parlait anglais, parce que quand on jouait au street hockey, sur notre chemin, sur notre rue, il y avait une famille, on était une quinzaine, une vingtaine de familles, il y en avait une qui était anglophone. Ils ne parlaient pas français, donc tout le monde parlait anglais. Okay. Donc, c'est devenu assez évident que l'anglais était la langue dominante, il faudrait lutter pour maintenir notre langue et notre culture. C'est beau, ça, d'avoir cette réflexion-là, même jeune, de voir que s'il y a une famille qui comprend pas, puis surtout des familles anglophones, souvent qui connaissent pas le français, qu'on fait ce switch instinctif-là pour que tout le monde se comprenne. En étant bilingue, oui, exactement. Puis là... Absolument, ouais. Non, vas-y. Non, écoute, j'ai juste pour dire, puis donc, là, tu parlais, écoute, j'étais allé à l'Université Laurentienne, parce que, écoute, Laurentienne, c'était notre université, je prenais des cours pendant que j'étais à Laurentienne, il y avait des cours à l'Université de Sudbury, et donc, j'ai gradué, j'ai étudié de l'économie et un bac, et ensuite, je suis allé à l'école de droit à Ottawa, je me suis inscrit à Ottawa à l'Université de droit au programme de commandant français, avec l'intention de prendre mon cours, puis de revenir pratiquer à Sudbury. Mais écoute, une chose mène à une autre. J'ai eu un stage dans un bureau absolument extraordinaire. Ils m'ont fait une job. J'ai dû rester là quelques années. Mais écoute, voilà, on est 35 ans plus tard. Ça fait 35 ans maintenant que je pratique. On est toujours à Ottawa. Donc, les petites décisions que tu prends au début, il y a des conséquences pour longtemps. Je vais te rapporter à l'Université de Laurentienne. Je sais pas si tu étais là quand il y a eu ce premier lever du drapeau franco-ontarien. Tu étais probablement plus jeune. Je pense pas que tu étais déjà à l'université. Tu te souviens-tu de ce moment-là? En effet, j'étais plus jeune, mais me dire ce que je me souviens, quand j'étais à l'école, à la faculté, j'avais rencontré Gaétan Gervais. J'étais impliqué avec l'Association des étudiants, etc. Et puis, je me souviens, mon fils François, qui avait à l'époque 1 an, on avait invité Gaétan Gervais chez nous pour un souper. Et puis, je me rappelle, il avait amené une petite tasse pour lui remettre comme cadeau. Il était très, très, très... C'était quelqu'un qui était gêné. Il était très sympathique. Mais c'était évidemment qu'il avait un caractère très, très fort. Puis c'était un homme qui était... Non, mais c'était un homme, puis c'était pas juste lui, c'était toute sa famille, qui était très, très convaincu de l'importance de regarder à long terme. Finalement, qu'est-ce qu'on devait faire? Puis c'était évident qu'une chose qu'il nous fallait, c'était un symbole comme un drapeau. Donc, écoute, puis c'est lui qui a mis ça sur pied, puis écoute, encore aujourd'hui, on le célèbre, puis on le chante, notre drapeau. Oui, exactement. Puis le fait d'avoir ce drapeau-là, puis d'avoir eu l'impact que vous avez eu, évidemment, sur la communauté francophone, est-ce que quand vous le voyez encore à ce jour, il y a un certain sentiment de fierté, puis de comme, OK, on a notre place, puis on a évidemment nos couleurs qui sont représentées justement à plein de places, bien évidemment, en Ontario? Écoute, le drapeau franco-ontarien, le symbole, c'est moi quand je le vois, puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Il y a un sentiment de fierté, mais il y a surtout un sentiment que oui, ça vaut la peine que je continue à faire les efforts qu'il faut que je fasse pour préserver ma langue et ma culture. Parce que ça, il faut qu'on se le rappelle continuellement. Parce que je parlais de l'exemple du street hockey.
Écoute, il y a bien de ces francophones-là qui jouent au street hockey, écoute, il y en a probablement un bon groupe qui ne parle pas français aujourd'hui. Parce qu'ils ont commencé à parler l'anglais, c'était facile. La première chose, tu sais, c'est que tu arrêtes de faire les efforts. Moi, je peux te dire, j'ai un drapeau franco-ontarien sur mon ordinateur, j'ai un sur mon auto, ils sont partout. Puis je pense que le symbole, on peut pas sous-estimer l'importance du symbole. Je peux vous dire, quand on organisait, quand il y avait la cause Montfort et eu les gros ralliements, le symbole le plus important dans tous les ralliements, c'était le drapeau. Puis le drapeau, on le voyait partout. Puis je pense que le drapeau, c'est un rappel à chacun de nous que, oui, on appartient à un groupe, on appartient à une culture, on a une langue, c'est extraordinaire, c'est spécial, puis on devrait être fiers, puis que ça nous rassemble, qu'on est un groupe, finalement. Un drapeau, c'est un symbole pour nous, puis je parle, mais c'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde, mais pour la communauté franco-ontarienne, c'est un symbole que, écoute, on a réussi à accomplir beaucoup, puis on doit continuer à accomplir beaucoup d'autres choses qui nous restent à accomplir. Ouais. Évidemment, tu l'as mentionné, le fameux SOS Montfort, chose que je n'ai pas vécu parce que moi non plus. parce que j'étais trop jeune ou pas né. Mais si tu nous rapportes à cette époque-là, avec Gisèle Lalonde notamment, quand j'ai googlé ton nom pour le fun, pour aller dans les images, je te vois derrière la cour et tu rentres avec, on dirait, 15 boîtes de, de papier pour aller en cours, justement, pour plaider la cause. J'ai entendu une histoire, puis je veux que tu me dises si c'est vrai. Quand tu plaidais pour le SOS Montfort, du côté de l'hôpital Montfort, tu as fait ton discours, si on veut, la première fois en français, et ensuite tu l'as répété en anglais. Veux-tu nous faire raconter ce moment-là, puis pourquoi tu as pris cette décision-là? Ben écoute, je dois dire que quand ton commentaire est très intéressant, et puis c'est finalement un des gros dilemmes. Quand on a plaidé la cause, et je parle de plaider devant les tribunaux, on l'a juste plaidé en français. Okay? Mais, quand on expliquait le dossier publiquement, on l'expliquait dans différents contextes, on devait s'assurer que les anglophones comprennent qu'est-ce qu'on disait. Parce que le message, surtout SOS Montfort, le message était pour la communauté anglophone aussi. Parce que c'était très important que la communauté anglophone embarque et nous supporte. Puis finalement, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il est arrivé, c'est que c'est finalement tout un mouvement, c'est devenu un mouvement national qui était supporté par la grande majorité de finalement tout le monde au pays. Donc, c'est important qu'on s'assure que finalement, on soit compris. Mais ça étant dit, il faut toujours s'assurer, dans toutes les circonstances, de parler français. Puis même quand je vais, comme exemple, je rencontre le maire, je rencontre différentes personnes, je leur explique toujours, surtout le maire d'Ottawa, il est très engagé dans la communauté francophone. Mais quand je rencontre n'importe qui, surtout souvent, c'est des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des politiciens, des politiciennes qui font des discours qui ont de la difficulté, qui sont en train d'apprendre le français. Moi, je leur dis, écoute, c'est tellement important que tu fasses une petite partie, même si c'est quelques mots en français. Parce que ça, finalement, ça l'envoie un message à tout le monde que c'est incroyablement important. Parce qu'une personne qui refuse de le faire, c'est Doug Ford. Et puis, c'est absolument inacceptable. Donc, c'est ça l'importance. Donc, quand tu parlais de le dire dans les deux langues, mais c'est un peu le contexte dans lequel on se verrait souvent peut-être expliquer ou de faire des présentations dans les deux langues. Quand tu t'es fait justement proposer d'être l'avocat, j'imagine, pour la cause SOS Montfort, c'est un gros dossier. Comment tu t'es senti à l'époque de te faire approcher avec ça? Puis t'avais-tu une appréhension, t'avais-tu une certaine crainte avec tout le dossier? Parce que je veux pas, ça reposait. Beaucoup de droits linguistiques francophones reposaient sur que vous gagniez ce cas-là. Mais c'est intéressant. Moi, j'étais relativement un très jeune avocat. Ouais. Moi, ça faisait 8 ans que je pratiquais quand j'ai été embauché dans le dossier Montfort. Puis 8 ans, là, pour un avocat, c'est relativement jeune. Puis il y avait formé un groupe. Dans le groupe, il y avait des anciens juges à retraite, des anciens ministres, etc., qui ont interviewé différents avocates, puis m'ont finalement confié, si on veut, le dossier. La première chose que j'ai fait, quand finalement on m'a confié le dossier, c'est que j'ai immédiatement entré en communication avec Marc Cousineau, qui était un constitutionnaliste de la faculté de droit. Puis j'ai dit, écoute, il faut que tu travailles avec moi dans cette affaire-là. Puis lui, il était un des meilleurs constitutionnalistes au pays. Il avait étudié à Cambridge, en Angleterre. Wow. Il était très, très bon. Puis lui, il a embarqué à 150%. C'était qu'il venait de Sturgeon Falls. Donc, il a embarqué à 100%. Il était un constitutionnaliste qui enseignait à la faculté de droit. J'avais Pascal Giguère,
qui était finalement une jeune avocate qui travaillait à notre bureau. J'ai dit, écoute, Pascal, écoute, il faut qu'on travaille là-dedans. Et puis, graduellement, ce qui est arrivé, c'est que fallait qu'on développe l'argument, mais on fallait agrandir l'équipe. Donc, on est allé trouver d'autres organisations francophones pour intervenir. Puis, ils ont embauché Paul Rouleau. Puis, il y a d'autres personnes qui ont été embauchées. François Boileau qui a été embauché par et donc, l'équipe a grandi. Finalement, quand on est arrivé, ça, c'était surtout quand on est arrivé à Cour d'appel. La première instance à Cour divisionnaire, c'était pas mal notre équipe. Mais à Cour d'appel, où finalement, ça devenait très, très important de regagner, parce qu'on avait gagné à Cour divisionnaire. Mais là, finalement, on avait une grosse équipe. Et puis, donc, je pense que l'idée aussi, c'est que le dossier Montfort, il y a la question juridique, mais il y a beaucoup la question factuelle. Il fallait avoir des affidavits. On avait plusieurs affidavits, des milliers de pages d'affidavits. Mais ça, c'était de travailler avec les médecins, Gérald Savoie, qui était le directeur général, Michel Gratton, à l'époque, évidemment, Gisèle Lalonde. Mais donc, tout ce monde-là, on travaillait ensemble comme équipe. Donc, on n'avait vraiment pas le temps de commencer à dire, oh mon Dieu, c'est effrayant, regarde comment c'est gros. On réalisait tous comment c'était gros. Non, mais tu as raison. C'est un peu comme le joueur qui arrive à Coupe Stanley. Moi, je peux pas croire que je m'en vais à Coupe Stanley. Non, mais les gars, ils embarquent sur la glace. Ouais. Quand ils embarquent sur la glace, ben, sais-tu quoi? C'est une partie de hockey. On est une équipe qui est vraiment bonne de l'autre côté, mais écoute, ça fait longtemps qu'on joue au hockey, puis sais-tu quoi? On va jouer le meilleur hockey qu'on peut. Donc, c'est un peu ça qui arrivait pour la question d'aller plaider la cause. Game on, comme on dit en bon franco-ontarien. Game on, puis la seule l'affaire, c'est, imaginez-vous, c'est game on, là, puis la partie a fini. Donc, imaginez, tu joues au hockey, là, puis la partie est finie. 30 secondes, la partie est finie. Puis là, il faut attendre 2 à 3 mois pour savoir qui a gagné la game. Ça, c'est d'être dans la cause. Ça, c'est d'être dans la cause. Puis la manière que tu le sais, c'est que, puis je parle de la première instance, la Cour divisionnaire, un jour, tu reçois un appel, puis c'est quelques mois plus tard. Ouais. Puis l'appel, c'est « Hey, on a la décision. Viens la ramasser à la cour. » Wow. T'es comme, sors de ton bureau, tu prends une marche, j'appelle le client, je dis « Hey, on vient d'avoir la décision. Faut que j'aille la ramasser au bureau du greffier. » Ouais. Donc là, le directeur général, il est dans son bureau, il appelle Gisèle Lalonde, il appelle Michel Gratton, Gérald Savoie, il appelle tout le monde. Écoute, ça, c'est en 99. Là. Ouais. Donc, ils sont dans le bureau. Moi, j'arrive au bureau du greffier. Bon, je connais le monde au bureau du greffier, il me donne la décision. J'ai une version française et anglaise. Il y a un téléphone, il y a un genre de petit téléphone payant dans le palais de justice. Donc, je m'assois, j'ai le téléphone, j'ouvre la décision, puis la décision est très, très longue, mais le résultat est à la fin de la décision. On va à la fin de la décision. Là, je les appelle, ils sont tous dans le bureau, ils montent au parleur. Bon, j'ai la décision, puis c'est quoi? Félicitations! Wow. Félicitations! Donc, non, c'est de même que ça se passe. Tu te souviens-tu de ces moments clés là que ça a vraiment changé la donne pour SOS Bonsoir, ou que tu savais, OK, là, on les a, puis ça va être dans notre faveur? Ben écoute, je vais te dire, une des choses, c'est tout le mouvement public. Guy Lafleur, puis toutes les aides, Guy Lafleur, puis pas de vin, puis non, mais ce qui arrivait, c'est tout le monde, puis Brian Mulroney, tout le monde, Jean Chrétien, qui à l'époque, la décision avait été prise de bâtir finalement tout si on veut, l'hôpital à côté de Montfort pour Défense nationale. C'est toutes des décisions, puis Maurice Bélanger avait été impliqué. C'est toutes des choses qui ont fait que on avait le vent dans les voiles. Le gros problème qu'on avait, c'est que c'était pas une décision politique. C'était une décision juridique qui déciderait. Parce que le politique, le premier ministre, Mike Harris, de l'époque, avait dit non. Tu sais, il avait pris des décisions, puis le résultat, c'est que l'hôpital fermait. Donc, moi, je me souviens quand, finalement, on a plaidé la cause. Et puis, je dois vous dire que l'avocat de la partie adverse se lève. Ouais. Parce que moi, c'est moi qui plaidais en premier, parce que c'est nous autres qui amenait la requête. Donc, j'ai plaidé en premier, puis on a plaidé, je pense, une journée et demie. Là, l'autre avocat se lève. L'autre avocat était très, très bon. En effet, il est maintenant un juge à la Cour d'appel fédérale ici à Ottawa. John Laskin, il était très, très bon. Il se lève debout, puis il dit, écoutez, lui, il a plaidé en anglais, là, mais tu sais, vous avez entendu Maître Casa, puis il se fait aller les bras, puis oh mon Dieu, puis il dit, puis il est convaincant, là, puis il vous parle de comment c'est important, là, mais il dit, mais il y a un problème
fondamental avec son argument. Il y a un problème fondamental. C'est pour ça que légalement, il ne peut pas gagner. Donc là, lui a plaidé pour une journée et demie. Puis quand tu demandes un moment clé, quand lui a fini de plaider, puis s'est assis, puis il avait fini de plaider, je me suis tourné à Pascal Giguère avec qui j'étais, puis j'ai dit, Pascal, je pense qu'on a gagné. Wow. Donc quand tu demandes un moment clé, là, du point de vue juridique, c'était le moment où lui avait fini de plaider, parce que jusqu'à ce moment-là, on savait pas exactement c'était quoi l'argument puis comment fort était leur argument. On avait les mémoires puis ça. Là. Donc, je dois dire que c'était ça pas mal le moment, un des moments charnières. Puis ça, c'était pour la première instance, c'était la Cour divisionnaire. Ouais. Ensuite, ils sont allés à la Cour d'appel. La Cour d'appel de l'Ontario, c'est la plus haute cour. Oui. Et puis, écoute, la Cour d'appel de l'Ontario, eux autres, ils regardent toute ta cause, pas juste pour ta cause. Nous autres, à la Cour divisionnaire, ils regardent le dossier Montfort. Bon, c'est la requête de l'hôpital Montfort. Mais à la Cour d'appel, c'est le droit qu'on va faire va s'appliquer partout en Ontario. Pas juste pour la cause Montfort. Et pas juste ça. Ensuite, la Cour d'appel de l'Ontario va avoir une grosse influence sur les autres provinces. Et aussi, il y avait possibilité par après que le tour de retentisse à la Cour suprême du Canada. Donc, c'est là où, quand on regarde la question de comment que les critères, puis le stress, puis comment que ça s'organisait, c'était un peu la même époque. Et quand on est arrivé à la Cour d'appel, c'était pas l'avocat qui a plaidé, le même avocat qui avait plaidé à président. Eux autres, c'était l'avocat senior du ministère du procureur général de l'Ontario. Son nom, c'était Janet Miner, était une excellente avocate. C'est elle qui a plaidé pour le gouvernement de l'Ontario. Ça, je pourrais vous en parler pour des semaines de tout ce qui est arrivé, toutes les petites histoires, là, mais non, c'était une expérience extraordinaire. Est-ce que vous avez recroisé Mike Harris depuis? En effet, c'est drôle, parce que je vais te parler de quand j'ai recroisé Mike Harris. Donc, c'est drôle, il n'y a pas bien du monde qui sont au courant de cette histoire-ci. Moi, j'ai plaidé, j'ai fait un procès par jury il y a quelques années passées. Puis, je représentais une dame assez âgée et son neveu qui avait été impliqué dans une affaire d'investissement d'argent, puis c'était des montants assez importants, puis il s'était fait passer un sapin pas mal par un individu qui appartenait à une compagnie, une grosse compagnie. Puis lui, à un certain point, OK, la compagnie qui l'appartenait, à un certain point, Mike Harris avait été président du conseil d'administration. Et puis, durant la période de temps pertinente à mon litige, lui avait été président et j'avais eu besoin de la preuve. J'avais eu besoin de la preuve de lui, de ce qui s'était passé. Donc, j'ai été entré en communication avec lui. J'ai dit, écoute, j'aimerais qu'on aurait besoin de ta preuve. Puis il a dit, écoute, moi, je vais certainement y aller. Envoie-moi le subpoena, puis je vais me rendre à la cour, puis je vais leur dire ce qui est arrivé. Donc, on l'avait préparé au téléphone, puis finalement, on l'avait rencontré, ensuite, il était venu, puis il avait plaidé au procès. C'était un procès par jury, il a plaidé. Et puis, donc, moi, je l'ai interrogé, il était contre-interrogé. Puis quand c'est fini, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, là, tu t'en vas, il s'en allait à l'aéroport. Et puis, j'ai dit, est-ce que je peux te donner un tour pour te retourner à l'aéroport? Parce qu'on avait une pause, puis il dit oui. Donc, il était dans mon auto, puis je l'ai amené à l'aéroport. Puis je me suis dit, est-ce que je devrais y parler du dossier? Est-ce que, tu sais, je devrais-tu y en parler de la cause? Et puis finalement, j'y en ai pas parlé. Non, il y avait des possibilités qui seraient revenues comme témoins dans la réplique, toutes sortes d'affaires. Ouais. Mais je peux vous dire que Mike Harris, après qu'on a gagné à cour d'appel, Mike Harris a appelé Gisèle Lalonde pour la féliciter. Il a personnellement appelé, il a appelé Gisèle Lalonde pour la féliciter. Une vraie félicitation ou... Non, une vraie félicitation. Okay. Une vraie félicitation. Fait qu'au final, il est pas si pire que ça, Mike. Ça n'aurait pas été, si ça n'aurait pas été de Mike Harris, ça je peux le dire, je vais vous le dire, c'est clair que c'est la réalité. Bon, Montfort serait pas ce que c'est aujourd'hui. Montfort est 2 fois plus gros. Ouais. Puis beaucoup plus crédible, un hôpital universitaire d'importance nationale, etc. C'était pas ça, Montfort, quand on s'est plaidé, quand on l'a plaidé. Puis aujourd'hui, c'est ça. Puis c'est en grande partie grâce à Mike Harris qui nous a forcés de nous rendre devant les tribunaux, qui nous a forcé la communauté francophone de se rassembler pour pouvoir finalement se battre dans cette cause.
il a rendu, et finalement, à cause de lui, la communauté est devenue beaucoup plus forte, surtout à ce moment-là. Puis finalement, ça a fait en sorte que ça a fait boule de neige. Puis il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, qui probablement n'auraient jamais arrivé. Que je parle pour rendre finalement Montfort ce que c'est aujourd'hui, si ça n'a pas été de Mike Harris. Ouais. C'est une belle façon de le voir, ça. C'est très beau comme message de voir que malgré que c'était une époque peut-être un peu difficile, on a passé à travers, puis à cause de ça, les progrès que fait l'hôpital Montfort, que fait la communauté franco-ontarienne, que fait la francophonie canadienne, c'est en grande partie à cause de ce moment-là qu'on en est ressorti plus fort. Fait que je pense pas qu'on peut finir sur une plus belle note que ça. Un grand merci. Pas l'honorable, juste le maître Ronald Caza. Nous avons parlé de ça. Puis bon 25 septembre, bonne célébration des Franco-Ontariens. On célèbre notre francophonie. C'est important. Écoute, merci à vous deux. J'aime beaucoup votre programme. Continuez. Et puis oui, je vous souhaite aussi un joyeux 25 septembre. Et merci beaucoup. Salut.